Bonjour à tous. Alors, avec quelques semaines de retard, je vous présente enfin le kit de l'YF-19 Advanced Variable Fighter, donc issu de la série d'OAV Macross Plus. Donc, il y a quelques semaines, je vous ai présenté la version Batroid. Alors, c'était juste un unboxing qui est sorti cet été. Ce kit-là est plus ancien, on vérifiera, mais de mémoire, il me semble il date de 2002. Donc c'est un kit Hasegawa qui représente donc l'YF-19, mais cette fois-ci en mode fighter. Donc ce kit date donc il me semble de 2002, on vérifiera par la suite. Il m'a été vendu, je ne l'ai pas eu neuf, il m'a été vendu d'occasion par l'ami Benjamin. Coucou Benjamin Isamu, donc de Ben Workshop. Alors si je retrouve le lien, je vous enverrai vers sa chaîne YouTube parce qu'il me semble qu'il fait quelques vidéos. Sinon, vous pouvez retrouver un certain nombre de ses œuvres sur le forum Cybermecha, forum que je vous recommande également, hein. C'est là où je publie pas mal de choses et où il y a une très bonne ambiance. Ceux qui vous diront le contraire sont des menteurs. Bon, la petite promo finie, reprenons donc le fil de la discussion, enfin de la présentation. Une superbe illustration, mais bon, je suis un peu de parti pris, hein, puisque c'est de l'Hidetaka Tenjin. Vous savez que j'apprécie énormément cet illustrateur de Macross, mais pas que, il fait aussi du Star Wars. Il a énormément travaillé en effet pour Hasegawa. Alors je parle au passé parce que toutes les dernières boîtes ne sont pas illustrées par lui, mais par Rapid Rabbit, je crois. Alors, je ne me souviens plus le nom, mais c'est l'illustrateur qui a fait la version Batroid, justement, de l'YF-19. Il a travaillé aussi pour Bandai et plein d'autres de marques. Et j'ai surtout eu l'occasion de le rencontrer lors d'une Japan Tour Festival il y a 2 ou 3 ans. Hein, le temps passe vite, donc ça doit faire 3 ans. Et c'est quelqu'un de très sympathique. La particularité de cette image, hein, je vous la mets plus en détail en photo parce que là avec le reflet ça gâche un peu, c'est que déjà elle est dans l'autre sens. On a l'habitude de voir les boîtes dans ce sens-là. Là cette fois-ci c'est dans le sens de la hauteur, à l'identique d'ailleurs que le pendant de cette YF-19 dans l'OIV, c'est-à-dire l'YF-21. C'est pareil, la boîte est également dans ce sens-là. Ce kit est issu donc d'une série de OIV qui s'appelle Macross Plus. Donc c'est une série de 4 OIV. Alors dans l'historique chronologique des séries Macross, donc on a eu en 1982, 83, excusez-moi, ma mémoire me fait un peu défaut, comme je vous dis, je suis pas en grande forme. Donc on a eu Macross, hein, la première série, avec Hikaru Izuchio, le SDF1 et tout ça. Euh, Ensuite, on a eu le film, dont on a fêté les 40 ans cette année, donc Macross Do You Remember Love. On a eu Macross Flashback, qui a été une espèce de petit, on va pas dire court métrage, parce qu'il dure, je crois, presque une demi-heure ou 1 heure, qui est donc une compile de clips de mi-mai, plus quelques images inédites du départ du SDF Mega Road One. Il y a eu Macross 2, Lover Again, mais qu'on va oublier. Hein, il n'y a aucune personne du staff original, même si dans le générique, gentiment, on dit basé sur une idée de Soji Kawamori, mais il n'a jamais travaillé dessus. Et donc, en 1994, Macross renaît, entre guillemets, de ses cendres, avec deux éléments. Le premier, donc, qui est sorti en août 1994, c'est Macross Plus, donc une série de 4 EV, qui sera compilée par la suite sous forme de film. Euh, donc bien entendu, l'histoire est condensée, mais certaines scènes sont également modifiées et certaines séquences sont donc inédites. Et un peu plus tard sortira Macross 7, donc une série de 45 ou 49 épisodes, je crois. Bon, tout le monde n'aime pas. Moi, personnellement, je pense que la série, on retirerait la moitié des épisodes et ça suffirait largement. Maintenant, j'ai réussi à regarder les 49 épisodes et tous les OIV et les films qui vont autour. Je crois que je dois être l'un des seuls à avoir supporté tout, mais voilà.
Macross Plus, par contre, à côté de ça, ça a été une véritable claque visuelle. Alors déjà, on a eu la chance, nous en France, de les avoir rapidement en VHS dans la collection manga. Alors la collection manga, c'était une collection de cassettes vidéo. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur le Batroid, donc je vais pas revenir trop dessus. Mais on a eu la chance d'avoir les 3 premières VHS très très rapidement. La quatrième a mis plus de temps à arriver parce que Harmony Gold s'était réveillé et a voulu absolument bloquer les droits. Puisque les droits Macross à l'international sont bloqués par Harmony Gold, qui est détenteur donc des droits et qui a fait Robotech. Mais on a fini par avoir quand même le quatrième OIV, mais je crois qu'il s'est écoulé pas loin, pas presque un an, je crois, un an. Et donc le film par la suite. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte l'aventure de deux pilotes, Isamu Dyson et Bowman. L'un est humain, l'autre est d'origine Zentradi, amis d'enfance qui se sont brouillés a priori à cause d'une histoire de fille. Qui se sont perdus de vue et qui se retrouvent sur la planète qui les a vus grandir, à savoir Eden, donc pas du tout la Terre, pour participer à un programme de test de nouveaux fighters pour désigner quel sera le fighter qui va équiper l'UN Spacey pour la suite, puisque le fighter qui est en service actuellement, c'est le VF-11. Et donc s'affrontent l'YF-19 d'un côté, que je vous présente là, et l'YF-21. Alors moi j'en ai fait une variante, c'est le VF-22, qui est visible dans Macross 7. Je mets le lien de la vidéo quelque part par là, hein, comme d'habitude. Alors la différence entre l'YF-21 et le VF-22, c'est... Alors ils ont exactement le même design, alors mis à part la couleur bien entendu, c'est que l'YF-21 dans Macross Plus se pilote par la pensée, alors que le VF-22 se pilote de manière totalement traditionnelle. Sinon, c'est exactement les mêmes appareils. Derrière cette histoire de rivalité de pilotes et d'histoire d'amour, puisque évidemment la fille qui est à l'origine de la brouille entre nos deux protagonistes va revenir sur Eden, il se trouve également que cette jeune fille est l'impresario d'une star virtuelle, parce que qui dit Macross dit musique, et donc derrière cette idole virtuelle, donc intelligence artificielle, et cette notion d'intelligence artificielle va avoir aussi un grand rôle à jouer dans cette œuvre et cette histoire, ce qui met, de mon point de vue en tout cas, Macross Plus un petit peu à part dans les séries Macross, parce que habituellement les séries Macross, on a un gros méchant envahisseur d'origine généralement extraterrestre, un love triangle, de la musique, des combats spatiaux, et ça s'arrête un peu là, il faut quand même l'admettre. Il y a d'autres enjeux à côté qui font que les histoires ont un semblant de renouvellement, mais sinon c'est à peu près toujours la même trame. Là, dans Macross Plus, on pourrait s'attendre à la même trame, puisqu'on retrouve le triangle amoureux, mais il n'y a pas de méchant envahisseur, et il y a quand même, je trouve, des sujets un peu plus profonds qui sont abordés, plus adultes, parce que la notion de love triangle est un peu plus complexe qu'elle n'y paraît. C'est pas juste deux garçons qui aiment la même fille. C'est un peu plus complexe que ça en réalité. Et il y a aussi une notion qui est bizarrement d'actualité aujourd'hui, c'est celle de l'intelligence artificielle, pardon, et des dangers que ça peut entraîner. Mais bon, je me suis un petit peu égaré et éloigné du sujet en parlant de Macross Plus. Revenons plus donc sur le kit. Donc une box art signée Hidetaka Teijin. Sur le côté ici, vous avez des photos au format timbre-poste tiré de l'OAV. Ici, c'est Isamu Dyson, le pilote. Ici, nous avons l'YF-21, l'YF-19, pardon, mais au format Battloid. Donc, c'est sympa, mais je vois pas trop ce que ça vient faire sur la boîte. Et ici, la seule et unique illustration tirée de l'OAV de l'YF-19 en vol. Ici, un texte en japonais qui, comment dire, résume ce que je viens de vous dire, en gros. Ici, des renseignements, ça dit que ça ne contient que des pièces pour un seul modèle, qu'il faut la peindre et l'assembler, que la glu n'est pas
fourni. Ici, hop, j'en profite parce qu'à l'époque, ils mettaient encore les prix. Donc, le kit valait 2400 yens à l'époque. 2400 yens. Au cours du yen actuel, on doit être autour des 20 euros, peut-être même un peu moins. C'est au 1,72. Il ferait donc une longueur de 260 mm pour une envergure de 206 mm, 131 pièces. Et ici, vous avez donc les photos du modèle monté et peint. Donc assez sympa, une vue latérale, une vue de dessous. Et ici, une photo montrant bien que les réacteurs sont articulés. Bah, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir l'intérieur de la boîte. Alors, concernant donc la notice, notice traditionnelle Hasegawa, hein, sous forme d'accordéon, donc il faut avoir la place pour l'étendre complètement. Donc en noir et blanc, papier classique, avec donc une photo du modèle monté et peint. Ici, une vue, je ne sais pas si ça passe très bien à la caméra parce que c'est dessiné en blanc sur fond gris. Donc une vue latérale du kit. Le numéro du kit, donc il semblerait que ce soit le 9e kit dans la collection Macross chez Hasegawa. Les données techniques du véhicule s'il avait été produit dans la vie réelle. Donc a priori, il ferait 18 mètres 62 de long pour 14 mètres de large, presque 15, presque 4 mètres de haut pour un poids total de 8 tonnes 750. Après, bon, j'ai un peu de mal à traduire et j'ai pas sorti mon application, mais bon, il doit y avoir les moteurs et également les armements. Ici, un petit résumé qui situe donc le contexte de la série. Donc là, je vois quelques éléments, YF21, YF19 et le VF11, puisqu'a priori, ce fighter devait donc prendre le relais et être le successeur du VF11 que l'on voit donc dans Macross Plus, mais que l'on voit aussi également donc dans Macross 7, et ceci se passerait en 2040. Voilà pour le décor et le contexte. Et je vois, ça doit être plutôt, je vous avais dit qu'on vérifierait la date. Voilà, donc mars 2002. Voilà. Le kit date du mois de mars 2002. Première page, les petits conseils habituels sur le fait que faut pas le manger, pas le cuire, pas le cuisiner, pas le donner à son chat, à mon avis. Les conseils pour poser les décalcomanies, la signification des différents pictogrammes, donc décalcomanie, à faire 2 fois, couper les morceaux, ne pas coller, ce qu'on peut faire au choix. Voilà. Les grappes, donc on voit que nous avons 6, que je dise pas de bêtises, je vais tellement vite que je compte pas bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grappes, plus une grappe de pièces transparentes. Ici, la liste des peintures dont on va avoir besoin. Donc ici, les références pour la notice, l'équivalent en référence au bicolore, Aqueous. Donc typiquement la H1 blanc. Donc voilà, H1. Et c'est bien du blanc. Et ainsi de suite. Ici, le tarif si on veut commander chaque grappe, mais c'est un service qui est réservé au Japon. Et ensuite, on attaque le montage avec, on commence par le pilote, parce que oui, il y a un pilote qui est fourni avec ce kit. En gros, je crois qu'il n'y a que les VF1 que Hasegawa ne fournissait pas les pilotes, il fallait les acheter à part. Donc le montage du pilote, avec ici le plan de couleur et les décalcomanies. On enchaîne avec le montage du ou des sièges, parce qu'on peut faire la version monoplace ou biplace.
Il précise que si on veut mettre le pilote sur le siège, il faut couper les deux petits ergots qui sont sur le siège. Sur la baignoire, on voit, enfin ce que j'appelle la baignoire, l'emplacement où on met les sièges. On voit qu'il y a également des décalcomanies à poser. Ensuite, on a différentes petites pièces avec des décalcomanies pour faire le cockpit. Le montage du gunpod, en quatrième étape, c'est quand même relativement tôt. C'est assez rare qu'on monte le gunpod aussi vite. Pourquoi pas. Donc avec les décalcomanies du gunpod, ainsi qu'une pièce transparente et des différents petits détaillages. On assemble, après avoir mis à l'intérieur le cockpit, le dessus et le dessous du fuselage principal avec quelques pièces à insérer avant. La possibilité donc de choisir monoplace, biplace, des canons à poser sur le dessus, plein de petites pièces. Hein. On est dans la Segawa, hein, donc c'est beaucoup de pièces, mais également beaucoup de détails. Ici, on a un petit dessin issu de, j'imagine, un artbook ou les travaux préparatoires pour faire l'anime, où on voit le dessous du fighter. Ça tombe bien, du coup, on a ici l'équivalent au niveau des, du kit, puisqu'on met ce qui est les bras lorsqu'il est transformé en battloïd, des petits ailerons, des canons qui se situent sous l'appareil. On voit ici qu'il faut peindre l'intérieur de la baie de train en blanc. On assemble la partie de la tête qui sera visible, donc elle est très succincte, hein, il n'y a aucun détaillage. On ne colle pas l'espèce de canon qui est sur le dessus de la tête. On assemble les différentes pièces du train d'atterrissage. Quand je vous disais qu'à Segawa c'est beaucoup de détails, on voit que la crosse, alors pas la crosse d'un pontage, mais la crosse qui s'insère à l'avant, sur le train avant, pour pouvoir catapulter les avions sur un porte-avions, est à part. Le phare qui est sur le train avant est également à part. On a une vue latérale pour voir comment placer la trappe de baie de train par rapport au train, puisqu'on assemble le tout ici. Ensuite, on attaque les réacteurs qui forment le pied lorsque le fighter passe en mode battloïd. Donc déjà, ce que je vois, c'est que les réacteurs sont en deux parties pour pouvoir interarticuler, mais ça veut dire qu'il va y avoir une ligne de collage à estomper. Alors là, il semblerait que la pièce G14 est une particularité. Donc il faudra que je traduise, mais je pense qu'ils disent qu'il y a un sens sur laquelle la placer, puisque ici, il montre bien qu'il faut faire attention pour le haut et le bas, donc j'imagine que c'est ça qui est précisé ici, donc à faire deux fois. Ensuite, ensuite on attaque les réacteurs. Donc on met la baie de train, le train arrière, qui a été fait juste ici. Ah oui, c'est un peu le bazar. Donc on a le train arrière détaillé, le montage du train arrière qui est détaillé ici, et ensuite la gauche et la droite, ou la droite et la gauche, je sais pas. Donc du réacteur où on insère le train d'atterrissage. Ici, le détaillage pour la pose des décalcomanies ou la peinture, hein, suivant ce qu'on souhaite faire. Je verrai ce que je vais faire là, parce que les lignes comme ça, à faire au pinceau, c'est casse-pied, mais à poser en décalco, ça l'est tout autant, donc je sais pas vraiment. On assemble les différentes parties, donc les réacteurs, le train, les différents petits éléments, les volets de baie de train, les petits ailerons et tout. Ici, les entrées d'air des réacteurs. Donc ça a l'air assez sympa, et pour ce que j'ai vu du montage, les pièces étant bien séparées, c'est pas compliqué trop compliqué à peindre. Bon, je vois qu'il y aura quand même quelques lignes de collage à estomper. Je sens qu'il faudra quand même sortir un petit peu la putty, même si la maquette est relativement récente. Et ensuite, on assemble tous les modules qui ont été assemblés au préalable, à savoir donc les deux réacteurs, les deux entraîneurs, les gunpods, les ailes,
qui, a priori, ont l'air d'un seul tenant. J'ai raté le montage des ailes. Je suis en train de regarder. Non, 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 ils doivent être d'un seul tenant alors. D'un seul morceau, on verra bien tout à l'heure. Donc voilà, on montre dans l'ordre les réacteurs à l'arrière, les entrées d'air, les ailes, puis le gun pod. Le tout sur le fuselage principal qu'on avait déjà assemblé, la tête du batloïd, plus différents petits éléments transparents, petites pièces transparentes à mettre à la fin. Et on termine ici avec donc la verrière du cockpit qu'on peut poser ouvert ou fermé, ou bien même retirer la partie transparente de l'arrière pour mettre une partie opaque, puisqu'à la fin de l'anime, il y a un des pilotes qui est éjecté, la verrière donc est dégagée, et elle est remplacée donc par un volet qui se ferme à cet endroit-là. Donc on peut également faire cette version-là. Donc la monoplace, la biplace, et également sans verrière à l'arrière. Et ensuite, on pose les très nombreuses décalcomanies. Donc sur ce plan, vous voyez également le schéma de couleur qui est relativement simple, hein, puisque l'YF19, pardon, est un beige très clair. Hein, donc c'est un mélange de couleurs moitié radome, moitié blanc. Et donc toutes les décalcos à poser, on voit également qu'il y a un grand nombre de marquages noirs et rouges. On regardera sur la planche de décalcomanie, mais je pense que ça, c'est des choses qui se font assez facilement à la peinture. Alors, les décalcomanies, justement. Hop. Donc la planche de décalcomanie, dans le bon sens, c'est encore mieux. Donc oui, c'est ce que je voyais. Donc des grands marquages noirs qui vont être relativement simples à faire en peinture. Les marquages des dérives et des petits ailerons, pareil, ça a l'air relativement simple à faire en peinture. Des bandes noires, des bandes rouges, non, ça a l'air assez simple. Également quelques marquages gris. Non, je pense que tout ça, honnêtement, je vais le faire directement à la peinture et conserver sous forme de décalcomanie tout ce qui est marquage lettré. Ce que je remarque par contre, c'est que les décalcomanies Hasegawa à ce moment-là avaient un gros défaut, c'est que vous aviez le fond, donc là par exemple les pastilles blanches, et par-dessus fallait mettre la partie rouge, et donc qui était transparente au milieu pour laisser transparaître le blanc. Là également les marquages, donc FF 2200 ainsi que le 19 ici, il faut d'abord mettre le fond en blanc pour ensuite mettre le marquage détouré. Alors par contre ce que j'ai l'air de voir, c'est qu'ici, sur le côté là, on a déjà les marquages blanc détouré noir. Donc peut-être que je vais plus utiliser ceci, parce que les marquages Hasegawa sont déjà très épais, donc de multiples couches, ça va être assez casse-pied à gérer. Mais donc une planche de décalco vraiment très complète, donc je pense que ça va être très sympa. On va jeter un petit coup d'œil sur les pièces maintenant. Les sachets ont déjà été ouverts, mais pas par moi, parce que en fait cette maquette là, je ne l'ai pas acheté neuve, je l'ai acheté d'occasion à un ami maquettiste, hein, Benjamin, donc Ben Workshop. Si je retrouve le lien de sa chaîne YouTube, je vous le mettrai. Donc merci Benjamin, hein, qui m'a revendu ce kit. Et je vais quand même pas sortir toutes les grappes, parce que vous voyez cette grappe qui est donc composée de pièces transparentes. Et ben il y a déjà deux pièces qui se sont détachées. Et il y en a déjà une que j'ai récupérée au fond de la boîte. J'ai pas envie de recommencer. Mais ce qu'on peut voir, c'est donc la verrière. Et, alors je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais contrairement au cockpit des VF, il n'y a pas de ligne sur le dessus à estomper. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Par contre, on voit qu'il y a de multiples toutes petites pièces transparentes, donc pour faire tous les phares et autres éléments
sur les ailes ou sur le cockpit de ce kit. Alors c'est quelque chose qui est assez commun au kit Hasegawa. Et moi j'aime beaucoup, mais qui demande quand même pas mal de patience et de précision. Alors, je vais quand même, contrairement à ce que je vous ai dit, je vais quand même vous sortir. Alors là les ailes, parce que je suis curieux de savoir. Alors, top. Alors ça j'adore par contre. Elles sont en une seule partie. Ce sont pas deux moitiés à coller les unes sur les autres comme beaucoup de maquettes font et comme Hasegawa fait sur d'autres kits. Une gravure très fine. On est sur une gravure type Hasegawa. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais voilà, on est vraiment sur une gravure très fine. Ça, j'aime beaucoup. Ce que je vais également vous sortir, hop, c'est, oula, c'est donc le fuselage. Déjà pour vous donner une idée de la taille par rapport à ma main. Donc, vous voyez, ça va quand même faire bien que ça soit du 1/72e, ça va quand même faire un bel engin. Et donc, oui, il n'y a pas énormément de détails, mais il y a ce qu'il faut. Voilà, c'est correct. Le plastique a l'air de bonne qualité. Donc vraiment très sympa. Donc là, les baies de train, différents éléments. Là, ça doit être, je pense, les entrées d'air. Donc du coup, il faudra peindre au pinceau, parce que sinon ça va pas le faire. Bon allez, tant qu'on y est, le dessous de l'appareil, le gun pod, très sympa. Comme je vous dis, une gravure vraiment très sympa. Donc là, vous voyez sur le nez de l'appareil, un petit trou, bah ça va être pour une pièce transparente. Hop. Alors, je fais très attention à chaque fois avant de sortir une pièce pour vérifier qu'il n'y a rien de détaché. Donc là, vous voyez la finesse. Donc, il va vraiment falloir faire attention lors des manipulations, le dégrappage et autres, de ne pas casser. Là, vous voyez, là, il y a une pièce qui s'est dégrappée. Donc c'est l'autre moitié de la tête du Battloid. Voilà, je regarde, elle doit traîner quelque part. Ouais, je la vois qui se balade dans le sachet là. Le tableau je sais pas si ça va se voir tellement c'est petit, mais là ce sont les instruments de vol, donc, à l'avant et à l'arrière. Là, je pense que ce sont les vérins pour tenir les verrières ouvertes. Hop. Il y a vraiment pas mal de pièces qui se sont détachées. Là, vous avez donc une moitié du réacteur et l'autre moitié qui s'est détachée. Vraiment que je fasse attention. Le pilote. Donc, je pense que ça va être sympa à peindre ça. Alors les pneus, c'est pareil, j'ai pas regardé, mais par contre, ils ont l'air d'un seul tenant. Ouais. Oui, ils sont d'un seul tenant. Donc pas de ligne, enfin si un petit ponçage à faire. Et les moyeux accolés à l'intérieur, mais au moins ça c'est sympa. Le siège, hop, juste là. Je suis en train de chercher si on voit le dossier. Là, ce sont les parties latérales. Ce sont les moyeux des trains d'atterrissage. Hop. Alors, je ne sors pas toutes les grappes, je sors juste des grappes différentes, ceux qui sont en double. Je ne les sors pas. Hop. Pardon pour le coup dans la caméra. Donc les dérives, les réacteurs à l'arrière. Voilà. Donc avec les parties à peindre en noir là, donc oui, ça a l'air, à mon avis, c'est faisable de le faire au pinceau. Faire au pinceau, très sympa. Très sympa à faire, ouais, à mon avis, ça va être un peu prise de tête, mais bon. Faut peut-être relever le défi, comme d'habitude.
Et toujours, vous voyez, je vous disais, une gravure très fine. Vraiment, on est sur de la Zegawa. Moi, je me régale à chaque coup quand je vois le niveau de gravure. Ah bah, je le cherchais, vous voyez, quand je vous parlais de pièces, elle était carrément dans la boîte. Donc le dossier du siège, vous voyez, était sorti du sachet. Hop. Donc voilà pour le côté présentation et unboxing. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire donc ce kit. Et donc voilà, ça y est, il est terminé, l'YF19, donc issu de Macros Plus au 1/72e, édité par Hasegawa, donc je l'ai terminé. Alors pour pas vous mentir, ça va faire un petit moment que je suis dessus, parce que je l'ai commencé le 10 juillet, et je l'ai fini le 13 septembre, donc hier, pour pas vous mentir. Alors j'ai fait une petite pause de 3 semaines, mais j'ai eu aussi des petits soucis d'emploi du temps, là dernièrement des petits soucis de santé, ce qui fait que j'ai mis pas mal de temps à le faire. Mais de toute manière, faut pas se mentir, j'aurais pas mis un mois, simplement parce que je me suis un petit peu compliqué la tâche. Ceux qui me connaissent, je les entends déjà rajouter en levant les yeux au ciel, ça ne nous étonne pas. Mais bon, je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Alors, on va arrêter comme d'habitude le petit carrousel. Voilà. Et tourner un. On va mettre en valeur ce kit, hein, parce que je vais pas vous mentir, je suis quand même assez fier du résultat. Je me suis bien galéré, mais au final, ça valait le coup. Alors, pourquoi galérer? Toujours un peu la même chose, hein. Mon idée de vouloir absolument me passer des décalcomanies pour ne pas perdre en détaillage et en qualité de gravure de ce qu'Hasegawa nous offre. Donc du coup, j'ai fait des trucs évidents, comme tous les grands marquages noirs que vous voyez là sur les ailes, sur le dessus et autour le cockpit. Bien entendu, c'est fait à la peinture. Également le rouge et le noir sur les dérives ou les petites ailettes présentes à l'arrière, c'est fait également à la peinture. Le tour de la verrière du cockpit, que je n'ai pas collé exprès pour pouvoir voir l'intérieur du cockpit, c'est également fait à la peinture. Ça, pourquoi pas, vous allez me dire. Mais là où j'ai poussé le vice, c'est que même les tout petits marquages noirs que vous voyez sur le dessus, alors je la prends délicatement parce qu'il y a beaucoup de collages qui tiennent par juste un point de colle, hein, je pense notamment aux dérives et autres. Donc tous les petits marquages noirs que vous voyez là, tous les petits points noirs que l'on peut voir sur le dessus là, tout ça c'est fait aussi à la peinture. Alors ça existait sous forme de décalco, hein, je vous les ai montrés dans l'autre partie de la vidéo. Mais je les ai fait à la peinture, et comme j'ai un côté maso et que je n'ai absolument pas confiance en mes capacités de peinture au pinceau, ça a été fait au masquage et à l'aérographe.
petite photo pour illustrer quand même à quel point je me suis compliqué la vie. Mais au final, je suis content du résultat. De même, les lignes sur le côté des réacteurs, hein, que vous pouvez voir là, donc une ligne noire sur le côté des réacteurs, c'est pareil, c'est fait à la peinture, c'est pas du tout fait et à l'aérographe, hein, avec un masquage et autres. Donc ça a été peaufiné après avec un jus. Mais voilà, donc je me suis un peu compliqué la vie. Donc ça prend du temps. Il y a sûrement moyen de faire plus facile et plus rapide. Mais au final, je suis très content du résultat. L'ensemble du kit a été préparé à la peinture blanche mat, ensuite un pré-ombrage au noir mat, passage de couches de voiles multiples à plus ou moins forte intensité suivant les endroits pour atténuer l'ombrage et donner donc la teinte. Donc beige clair qui est un mélange en fait de 50% blanc mat et 50% radome, hein, c'est ce qui est préconisé par la notice, donc j'ai bêtement suivi les indications. Le pilote, lui, en revanche, n'est pas du tout le pilote utilisé, fourni par le kit, excusez-moi, mais c'est une impression 3D. Hein, j'ai repris un pilote en impression 3D pour qu'il ait plus de finesse. Hein, il est nettement plus réussi qu'est le pilote du kit d'origine. Sinon, pas grand-chose à dire. Le montage est relativement aisé. Alors, bon, quelques petites difficultés, hein, puisque la majorité du kit est en deux parties, dessus-dessous. Donc, il y a une belle ligne sur le côté à corriger. Mais bon, ça, c'est pas super complexe. Hein, ça va, ça a été. Franchement, j'ai pas pu éviter la puttie, mais ça n'a pas été catastrophique. J'ai pas été trop embêté. Juste à un moment, quand j'ai voulu, je sais plus à quel moment, j'ai pressé deux pièces et ça s'est ouvert à peu près à ce niveau-là. De même, le dessous est très sympa. Alors, comme je vous ai dit, hein, je manipule avec beaucoup de prudence parce que il y a beaucoup de pièces qui sont collées délicatement, juste avec un petit point de colle, donc ça peut partir au moindre choc. Donc voilà, le dessous est très détaillé, c'est même presque dommage. Je vais voir si je peux pas mettre un système de miroir, tellement il y a des détails en dessous, là, les deux canons, et le gun pod qui est vraiment très sympa. Donc vraiment un rendu superbe, outre le design de l'appareil qui est vraiment cool. Hein, avec ses ailes inversées, c'est pas quelque chose que l'on voit communément. Alors dans les derniers macros, je crois que les fighters ont en effet également les ailes inversées. Au final, que dire de ce kit? Très sympa, pas très compliqué à faire. Franchement, pas compliqué à faire. Par rapport à l'ordre indiqué sur la notice de montage, il y a moyen d'optimiser. C'est un peu ce que j'ai fait. Enfin, j'ai optimisé par rapport à ma façon de travailler. Non, franchement, de montage, il n'est pas compliqué. Les pièces s'emboîtent bien. Pas trop de raccords de collage. Hein. J'ai pas utilisé énormément de putty. Hein. Pourtant, les gens savent que j'ai tendance à en utiliser tout le temps, mais là, j'en ai pas tellement utilisé. Bon, je vous ai dit, les lignes de collage là sur le côté, par endroit, j'ai eu besoin. Sur le dessus, là, des réacteurs, le dessus pas trop. Le dessous, par contre, j'ai eu besoin d'utiliser de la putty parce que les joints, le point de colle était tellement fin que en ponçant, ça suffisait pas. Sinon, non. Et puis là, sur les réacteurs, il y a des lignes sur les réacteurs, même en collant bien, ça se voyait encore un peu. Donc j'ai poncé, mais franchement, j'ai même pas eu sur toute la longueur à mettre de la putty. Hein, vraiment que par endroit, parce qu'il y a aussi les marques de dégrappage. Les marques de, même si on dégrappe bien avec le scalpel et autres, des fois ça se voit un peu. Donc là, j'ai été obligé d'utiliser. Mais franchement, c'est un kit qui est à la portée de n'importe qui. En plus, la planche de décalco étant très complète, même si on n'est pas à l'aise avec la peinture, on peut obtenir un résultat assez correct. Même si j'ai tendance à dire attention quand même, les décalcomanies Hasegawa étant très rigides, on peut avoir certaines difficultés sur des pièces comme celle-ci. Et bon, perdre un peu de détaillage. Là, il y a des gravures, par exemple, à certains endroits.
Ils fournissaient même les décalcomanies pour l'intérieur des petits boosters qui sont sur le côté là, pour pas avoir à peindre en noir l'intérieur de ces pièces. Donc c'est un kit, si vous le trouvez et que vous voulez faire un kit sympa, vous cherchez pas à aller trop loin dans le détail et que vous voulez faire quand même un truc qui est cool, allez-y. Il est vraiment pas trop difficile. Encore une fois, moi je suis passé un peu à la difficulté supérieure en rajoutant des effets de peinture, en voulant absolument pas utiliser tous ces décalcomanies qui justement normalement évitent de se prendre la tête. Si les petites difficultés que vous pouvez rencontrer, truc un peu casse-pied, c'est tout ce qui est les petits éléments sur le nez là. Alors attendez, je vais voir si je peux faire la mise au point sur cet élément là. Hop, je sais pas si c'est beaucoup mieux. Donc là, tout ça, ce sont des toutes petites pièces transparentes et ça, c'est vrai que c'est assez stressant à poser. Ça a tendance à sauter assez facilement et à se perdre. Mais à part ça, je vous dis, il n'y a pas de difficulté particulière sur ce kit. Et ben, je vais en finir là avec ce modèle-là. Je vous prie encore de m'excuser pour cette vidéo qui part peut-être un peu dans tous les sens, mais je vous dis, je suis vraiment pas au meilleur de ma forme. J'espère que ce sujet vous a plu. Si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit like. Un petit commentaire, ça fait aussi plaisir si vous avez des remarques à faire. Encore une fois, tant que c'est constructif et bienveillant, moi, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager aussi. Pour voir mes travaux en temps réel, ma page Facebook, SetGeekFactory. Quelques photos sur Insta, mais encore une fois, c'est quelque chose que je ne tiens pas forcément à jour. Je sais pas, j'accroche pas à Insta. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt, j'espère, pour un autre kit de l'univers Macros. Ciao!